Ce soir, à l'émission, les maires se mobilisent pour une meilleure gestion du transport en commun. Ce que lui et ses collègues déplorent, c'est le montant élevé que les villes doivent débourser pour un service de transport en commun qui n'est pas adapté aux réalités de la région. Centre correctionnel La Ferrière, Saint-Jérôme lance une poursuite contre le gouvernement du Canada. C'est comme si on installait un local ou on construisait un local pour les gens, les alcooliques anonymes, à côté d'un SAQ puis d'une brasserie. Ça n'a pas de sens. Et le Calax L'Ancrage inaugure ses locaux de Sainte-Thérèse. C'est des locaux qui s'ajoutent là, à ceux qu'on a déjà depuis longtemps à Saint-Jérôme. Puis c'est une façon pour nous, là, en fait, de se rapprocher un petit peu là, de la population de Thérèse de Blainville, qui est un peu loin de Saint-Jérôme, là, pour venir chercher des services. En entrevue, je reçois Éric Gervais du groupe pharmaceutique Duchesnay, avec qui il est question d'un traitement prometteur contre la sclérose en plaques. Il y a eu une étude qui tendait à démontrer comme quoi que les femmes qui avaient la sclérose en plaques, durant la grossesse, les crises s'estompaient. Oui. On se dit que, vu que l'estrogène et la progestérone montent durant la grossesse, qu'il y avait probablement une cause hormonale à tout ça. Puis après l'accouchement, les crises de sclérose en plaques remontent. Je m'entretiens également avec Olivier Ménard, auteur du recueil Contes et légendes des Belles Plaines. Je m'étais aperçu qu'il y avait personne qui avait rien écrit sur Sainte-Anne-des-Plaines. Anne Hébert avait écrit Kamouraska, Fred Pellerin a écrit sur Saint-Élie-de-Caxton. Sainte-Anne-des-Plaines, il n'y avait rien. Donc, je me suis lancé dans ce projet. Enfin, Éric Huard nous parle des nouveaux règlements touchant la sécurité routière. Tout ce qui a une apparence de moto, des véhicules là, un peu là, qu'on ne peut pas immatriculer au Québec, qui sont, exemple, munis d'une plateforme, d'un appuie-pied, des véhicules qui ont un moteur de plus de 500 watts, qui peuvent aller à plus de 32 km/h, bien malheureusement, on ne peut plus circuler avec ça. Bienvenue à Accès local. Mardi 24 septembre 2024, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Maté-Jonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Alors, il y a deux semaines de ça, des maires en fait, ils sont 7 de la Rive-Nord, se sont déplacés à l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement une meilleure gestion des ressources en transport en commun. Vous nous faites une petite mise à jour. Oui, Claude, donc je commence par vous rappeler les faits de ces 7 maires-là du nord de Montréal qui se sont mobilisés. Il y en avait 5 des Basses-Laurentides. Donc, les représentants de la région étaient Patrick Charbonneau, maire de Mirabel, Lisa Poulain, mairesse de Blainville et aussi représentante du monde municipal au sein d'Exo, Éric Vestra, maire de Rosemère, Pierre Charron, maire de Saint-Eustache et Denis Martin, maire de Deux-Montagnes, qui ont voulu faire part de leur mécontentement aux élus provinciaux. Ils ont donné un discours devant l'Assemblée nationale le 11 septembre dernier, pas nécessairement pour demander plus de financement, mais plutôt une meilleure répartition du financement en transport en commun. Et quels sont les irritants là, qui ont mené à cette mobilisation? Alors, je me suis entretenue avec M. Vestram à ce sujet la semaine dernière. Ce que lui et ses collègues déplorent, c'est le montant élevé que les villes doivent débourser pour un service de transport en commun qui n'est pas adapté aux réalités de la région. Il mentionnait notamment la difficulté de se déplacer d'est en ouest et l'isolement aussi des villes qui n'ont pas de gare. Dans des entrevues accordées à d'autres médias, ses collègues se plaignaient aussi du frein que ce service jugé inadéquat opère sur le développement économique de la région. Madame Poulain donnait un exemple des jeunes de Saint-Eustache qui doivent s'acheter une voiture s'ils veulent aller étudier au cégep Lionel-Groulx. Monsieur Charbonneau, pour sa part, s'inquiète de voir le parc industriel de Mirabel devenir moins attractif pour les travailleurs. La compagnie Airbus a dû créer son propre service de navette au départ du métro Montmorency pour déplacer ses employés. Monsieur Charbonneau est aussi un des maires ayant fait part de son mécontentement cet été lorsque le coût de l'immatriculation des conducteurs de la grande région de Montréal a été augmenté de près du triple de son prix initial pour financer le transport collectif. Selon lui, il était injuste pour certaines régions donc de payer pour un service inadéquat sur leur territoire. Donc, les élus municipaux sont allés porter leurs doléances à Québec. Maintenant, où en est la situation? Alors, les maires ont réussi à obtenir un entretien avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbeault. M. Vestra m'expliquait que la porte semblait ouverte du côté du gouvernement caquiste, mais qu'ils attendaient encore des réponses, ainsi que les audits du réseau de transport métropolitain et de l'Autorité
l'autorité régionale de transport métropolitain. Le maire de Rosemère soulignait toutefois que le temps presse, étant donné que les villes doivent bientôt rédiger leur budget et qu'elles ont besoin de savoir quelle part elles vont devoir réserver au transport en commun. Alors, on va suivre ça de très près, bien sûr. On va continuer, Clara, à parler de relations entre municipalités et gouvernement. Cette fois, c'est la ville de Saint-Jérôme qui annonce qu'elle poursuit le gouvernement fédéral. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Clara? Alors, c'est dans l'affaire du centre correctionnel communautaire La Ferrière ou de la maison Taillon, si vous êtes familier avec cette saga. Un ancien centre correctionnel communautaire, donc, qui a été à l'abandon pendant des années et qui a été démoli plus tôt cette année. Le gouvernement fédéral souhaite reconstruire le centre au même endroit, ce à quoi s'oppose fermement la ville de Saint-Jérôme, qui aimerait plutôt aménager cet espace comme le 125e parc de la ville à cet endroit. Le maire Marc Boursier en a fait son cheval de bataille. Il a reçu plusieurs personnalités politiques et organisations qui lui ont donné en fait leur appui. Pour Marc Boursier, ce n'est pas le centre correctionnel en tant que tel qui pose problème, mais bien son emplacement au centre-ville de Saint-Jérôme. On leur a proposé plein d'emplacements où ils pourraient s'installer gratuitement, puis c'est à coût nul. Alors, c'est sûr que ça créerait un environnement beaucoup plus favorable aux gens en réinsertion carcérale. Pour vous donner un exemple, c'est comme si on installait un local ou on construisait un local pour les gens, les alcooliques anonymes, à côté d'un SAQ puis d'une brasserie. Ça n'a pas de sens. Et quelle est la nature de cette poursuite? Plus précisément, c'est une demande de contrôle judiciaire qui a été déposée à la Cour fédérale plus tôt ce mois-ci pour faire annuler la décision de la commissaire des services correctionnels canadiens qui a refusé la tenue de consultation du milieu pour la reconstruction du centre La Ferrière, un processus qui a lieu d'habitude lors du réaménagement d'un centre correctionnel. On peut écouter à ce propos M. Boursier. C'est manquer de respect à des élus municipaux. En plus, c'est choquant envers tout le monde de Saint-Jérôme. C'est une gifle du gouvernement fédéral. Dans son propre hymne national, il dit qu'il va protéger nos foyers et nos droits à 2 reprises, puis ils le font pas. Alors, le conseil de ville est unanime pour dire que c'est digne d'une autre époque, ces ajustements-là. Et voilà, Claude, un autre dossier à surveiller donc. Merci, Clara. On se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question du Calax L'Ancrage. À plus tard, Claude. Revenu Québec annonce que Nathalie Gatien, ancienne administratrice d'une société de remorquage de Blainville, a été condamnée à payer des amendes s'élevant à plus de 50 000 $ dans un délai de 24 mois après avoir été reconnue coupable de fraude fiscale. La sentence est tombée le 24 août dernier au palais de justice de Saint-Jérôme. Madame Gatien a plaidé coupable à 3 chefs d'accusation en vertu de la loi sur la taxe de vente du Québec et à 3 autres en vertu de la loi sur la taxe d'accise entre le 1er juin 2016 et le 30 juin 2017. Les accusations avaient été déposées en avril 2019. La députée de Prévost, Sonia Bélanger, a annoncé des travaux d'asphaltage qui ont débuté le 22 septembre dernier sur l'autoroute 15 dans les municipalités de Saint-Jérôme, Prévost, Piémont et Sainte-Adèle. Il est prévu que le chantier sera en fonction pendant 6 semaines en 2024 avant de reprendre en 2025 après la pause hivernale. La réfection de la chaussée sera réalisée sur une distance de près de 19 km répartie dans les 2 directions. Plus de 6 millions de $ seront investis pour améliorer la sécurité et le confort de roulement sur cette autoroute. Le gouvernement du Québec a par ailleurs annoncé le renouvellement du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec. Cette aide financière permet aux municipalités de payer en partie des travaux effectués sur leurs infrastructures pour les améliorer ou les mettre à niveau. Alors que la contribution du gouvernement du Québec est restée constante, le gouvernement fédéral a réduit la sienne de 338 millions de $ pour 2024-2028 par rapport à la période précédente, ce qui représente une perte de plus de 24 millions de $ pour les Laurentides. La situation inquiète la mairesse de Blainville, Lisa Poulin, laquelle souligne que le déficit de maintien d'actifs dans les infrastructures municipales d'eau au Québec augmente depuis 2022. Elle a donc demandé dans une lettre adressée au ministre fédéral du Logement, de l'Infrastructure et des collectivités, Sean Fraser, que le gouvernement bonifie son financement de la TECQ pour compenser l'augmentation des coûts de construction qui a franchi la barre des 40 % ces dernières années et pour soutenir adéquatement les projets d'infrastructures essentiels. La société Médunique Canada, membre du groupe pharmaceutique Duchesnay à Blainville, travaille actuellement à développer une thérapie qu'on dit prometteuse contre la sclérose en plaques. C'est une annonce qui suscite évidemment beaucoup d'espoir pour les personnes atteintes. J'en discute avec Éric Gervais, président du groupe Duchesnay. Monsieur Gervais, bonsoir.
Bonsoir. Alors, vous avez un partenaire américain dans cette aventure-là, qui est le Population Council. C'est un organisme de recherche qui est basé à New York, et avec qui vous allez étudier l'utilisation possible de l'acétate de ségestérone, qui est à la base un médicament contraceptif. Je vous laisse nous expliquer comment on a pu faire ce lien-là entre la contraception et la sclérose en plaques. Oui, bien déjà, ça fait des années qu'on travaille avec Population Council pour développer différents contraceptifs. Donc, c'est là qu'est née l'idée de dire peut-être qu'on devrait travailler ensemble au niveau de la sclérose en plaques. Ce qui arrive, c'est qu'en 1998, dans le New England Journal of Medicine, il y a eu une étude qui tendait à démontrer comme quoi que les femmes qui avaient la sclérose en plaques, durant la grossesse, les crises s'estompaient. Oui. Puis on s'est aperçu que l'hypothèse, c'est qu'on se dit que vu que l'estrogène et la progestérone montent durant la grossesse, qu'il y avait probablement une cause hormonale à tout ça. Puis après l'accouchement, les crises de sclérose en plaques remontent. Okay. Donc, c'est là qu'est née l'idée de dire que peut-être que l'acétate de ségestérone, qui est un progestatif puissant, pouvait peut-être avoir un impact. Donc, Population Council a commencé à faire des études sur les animaux, sur les souris, et il s'est aperçu comme quoi qu'en donnant l'acétate de ségestérone, il y avait la couche de myéline qui se refaisait sur les nerfs ou sur les neurones. C'est une couche qui est très importante, qui permet l'influx nerveux de passer. Donc là, après ça, c'est vraiment encourageant, mais c'est pas parce que ça fonctionne chez les animaux que ça va nécessairement fonctionner chez l'humain. Justement, qu'est-ce qui arrive quand on... parce que là, les résultats des essais cliniques et précliniques vont être connus vers la fin de 2025, début 2026. C'est probant, vous venez de le dire, du côté des animaux. Comment on fait la transition là, vers les humains? Est-ce qu'il faut adapter le traitement? Oui, bien, il y a la question du dosage. Oui. Et puis, là, il nous reste une étude à faire chez les animaux, qui est une étude dermatologique. Ça va prendre 1 an, on est en train de la faire en ce moment. Donc, normalement, si ça fonctionne bien, en 2026, on va commencer à faire les études chez l'être humain. Comme vous avez dit, l'acétate de ségestérone est utilisé comme contraceptif. Donc, on a déjà une expérience. C'est juste au niveau du dosage. Le dosage va être plus élevé pour les gens qui souffrent de la sclérose en plaques. Donc, quand la première étape va être terminée, on va pouvoir commencer dans des cliniques à donner ce médicament-là chez les patients atteints de la sclérose en plaques. D'accord. Bon, il n'existe actuellement aucun remède contre la sclérose en plaques. On ne connaît pas non plus la cause de cette maladie-là. Dites-moi, est-ce que votre ambition, c'est de fournir le moyen de guérir cette maladie-là? Il y a déjà des médicaments qui existent pour la sclérose en plaques, mais on ne sait pas pourquoi le système immunitaire se met à attaquer la couche de myéline sur les nerfs. Okay. Et puis, les médicaments qui existent en ce moment vont surtout affecter le système immunitaire. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est vraiment de refaire cette couche de myéline pour pouvoir prévenir et même pouvoir réparer les nerfs qui ont besoin pour que l'influx nerveux passe, d'avoir cette couche de myéline. Comment les tâches sont réparties entre vous et le Population Council? Bonne question. Le Population Council et nous, on a un comité consultatif. Nos experts canadiens, québécois, ici de Blainville, participent sur ce comité pour déterminer ça va être quoi le protocole qu'on devra mettre en place. D'accord. Puis après ça, il va falloir trouver les cliniques dans lesquelles on va pouvoir faire cette étude-là. Je sais qu'actuellement, tout est mis au conditionnel. Mais au moment où on se parle, et à la lumière de ce que vous savez, quel est votre niveau de confiance? On est très confiants. Oui. C'est des millions de dollars qu'on va mettre à tous les ans sur la table, si on veut dire, pour être capable de mener cette étude-là. On a aussi la Société de la sclérose en plaques américaine qui croient tellement à notre projet qu'ils ont décidé à mettre de l'argent pour aller jusqu'au bout, pour aller au bout de nos rêves. D'accord. Écoutez, c'est formidable. En terminant, je rappelle que la sclérose en plaques, c'est une maladie chronique, inflammatoire et dégénérative du système nerveux central. Il y a 90 000 personnes qui en sont atteintes au Canada, dont 75 % des femmes. On comprend mieux le lien maintenant avec les recherches que vous avez faites. Éric Gervais, président du groupe pharmaceutique du Chesnay, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Ça me fait plaisir. Merci.
On va parler sécurité publique avec l'agent Éric Huard qui est de retour avec nous cette année. Bonsoir Éric. Bonsoir. Alors, depuis juillet 2024, cette année, oui. Il est désormais interdit de circuler avec des scooters électriques ou des véhicules qui ont l'apparence d'une moto. Ben oui, là, on l'a tous déjà vécu, là, on roule en voiture, là, puis on voit quelque chose qui a une apparence d'une moto arriver à sens contraire, ou même on est sur la piste cyclable, il y a quelque chose qui s'apparente à une moto qui est sur la piste cyclable. Ben, dans le fond, le gouvernement, le ministre des Transports a sorti un arrêt ministériel, pardonnez-moi, qui a affecté le code de la sécurité routière. Donc, tout ce qui a une apparence de moto, des véhicules là, un peu là, qu'on ne peut pas immatriculer au Québec, qui sont, exemple, munis d'une plateforme, d'un appuie-pied, des véhicules qui ont un moteur de plus de 500 watts, qui peuvent aller à plus de 32 km/h, bien malheureusement, on ne peut plus circuler avec ça. Et on voulait en informer la population, les citoyens, parce qu'il y a beaucoup de parents qui veulent se tourner vers cette alternative-là, qui est quand même écologique d'une certaine façon. Mais le problème, c'est qu'on a constaté que la masse et la vitesse des véhicules posaient problème. Là. On a commencé à faire la tournée des écoles pour faire de la sensibilisation et on constatait là, qu'exemple, les freins sur ces véhicules-là, ben c'est des freins très faibles là, pour un véhicule qui est quand même puissant, qui parfois peut atteindre 35-40 km/h. Ben, on se retrouve avec des freins qui s'apparentaient à des freins de vélo, exemple. Et en plus, ben, il n'y avait pas de règlement, on pouvait circuler, pas de casque. Donc, pour le moment, on peut plus circuler avec ça, puis on peut se retrouver avec une amende de 300 $. On peut même saisir le véhicule à vos frais. Fait qu'on voulait là, sensibiliser les parents. Si on approche de Noël, votre enfant vous demande ça, renseignez-vous sur la loi avant de pouvoir en faire l'achat. On peut même plus le revendre parce qu'il pourra, en fait, on peut rouler sur un terrain de camping ou des choses du genre. C'est à peu près ça. Est-ce que cette loi-là a été adoptée sous la pression des policiers, de la population? Comment c'est arrivé? Bien, en fait, c'est qu'il y avait des gros questionnements parce qu'on est en plein débat du partage de la route actuellement. Fait qu'effectivement, là, que nous, on avait une certaine inquiétude, on n'avait pas de pouvoir vraiment pour intervenir avec les conducteurs. Puis là, on combine avec ça les trottinettes électriques, les vélos électriques. Tu sais, il y avait beaucoup de véhicules en même temps, mais celui-là posait vraiment problème avec sa puissance, la masse du véhicule et son utilisation. Fait que pour le moment, on ne peut pas. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'accidents, des blessés? Oui, oui, quand même. C'est une implication et beaucoup de gens étaient contents, surtout là, dans les grands centres urbains. La cohésion fonctionnait pas du tout. Fait que, mais malheureusement, pour le moment, c'est considéré comme illégal. Donc, vous êtes informés, faites le suivi. C'est des véhicules qui peuvent aller jusqu'à 3 000 $ d'achat. Qu'on veut éviter cet achat-là. Donc, renseignez-vous avant de vous procurer un de ces types de véhicules. Deuxième sujet de votre chronique aujourd'hui, c'est un vrai ou faux. Exact, vrai ou faux. Informer les citoyens. Oui. Dans le fond, je vous laisse poser la question. Ah oui, OK. Si vous et votre véhicule êtes impliqués dans un accident et qu'à bord du véhicule se trouve un siège pour enfants, devez-vous automatiquement remplacer le siège? Étonnamment, oui. Exact. La réponse, c'est oui. La conception du siège, là, même si l'accident peut sembler mineur, même si l'enfant n'est pas sur le siège, il peut y avoir des micro-fissures dans les composantes de plastique, des choses comme ça. Donc, il faut remplacer le siège pour avoir une protection optimale. On surprend beaucoup de monde avec ça, mais c'est une réalité. Quand on voit un accident même mineur, on en informe l'usager et vous savez, le Canada est reconnu comme un des pays au monde ayant les normes les plus sévères en matière de siège pour enfants. Il en va de la sécurité de votre enfant. Assurez-vous, on recommande toujours l'utilisation d'un siège neuf. Parfois, les gens veulent être gentils, offrent le siège, mais vous savez, il y a même une date d'expiration sur les sièges pour enfants. Donc, on invite les gens à examiner ça. On tient régulièrement des cliniques, on renseigne les gens au maximum. Prenez le temps d'examiner ça, il en va de la sécurité. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver si un siège auto vivait un deuxième accident? Bien, ce qui pourrait se passer, c'est que toutes les composantes qui servent à assurer la sécurité de l'enfant pourraient être défaillantes ce jour-là. On parlait hors d'onde tout à l'heure, exemple, d'une Formule 1 ou d'un véhicule. Normalement, aujourd'hui, les composantes de fabrication sont faites pour faire en sorte que s'il y avait un impact, bien que toutes les composantes du siège, de la voiture, prennent le coup au lieu de l'occupant. Au lieu de l'occupant, du bébé, de l'enfant. De l'enfant, exactement. Je sais qu'il y a des amendes qui viennent avec ça, mais comment un policier peut savoir qu'un siège a été accidenté? On ne peut pas être certain. C'est plus qu'il pourrait y avoir des vérifications qui pourraient être faites aussi. Là, exemple, les parents voudraient faire une poursuite là, parce que le siège n'a pas rempli son mandat. Mais dites-vous qu'un peu comme avec un casque de vélo, s'il y a déjà eu un impact,
bien, on va considérer que les fonctions là, de sécurité sont plus optimales à ce moment-là. Et j'imagine qu'il faut vraiment avoir ça en tête si on a l'intention, par exemple, d'acheter un siège usagé. Exactement. Parce que, bon, on sauverait des coûts, mais on exposerait notre enfant à un danger. Là. Totalement. OK. Bien, merci beaucoup, Éric. Ah oui. Oui. Merci. Puis j'en profite, on est dans la semaine de la sécurité ferroviaire du 23 au 29 septembre. Alors, vous savez, à chaque année, 100 Canadiens sont blessés ou même tués sur les passages à niveau. Donc, on va faire de la prévention à ce sujet-là, mais réfléchissez à ça, surtout parlez-en avec vos enfants. D'accord. Et la prévention se fait de quelle façon? Bien, on va être aux environs des gares, des environs, tout ça, pour parler de ce sujet-là, mais c'est surtout pour dire qu'on y réfléchit un petit peu une fois par année. Excellent. Bien, qu'on se le tienne pour dit. Merci beaucoup, Patrick Huard. On se revoit le mois prochain. Merci. Contes et légendes des Belles Plaines, c'est le titre qui coiffe cet ouvrage d'Olivier Bénard, professeur de littérature au collégial, mais qui est d'abord et avant tout un fier résident de Sainte-Anne-des-Plaines, fermement résolu à nous démontrer que, quoi qu'en disent les mauvaises langues, cette ville n'est pas un trou où il ne se passe absolument rien. C'est un plaisir de l'accueillir. Monsieur Bénard, bonsoir. Bien, bonsoir à vous. Je me suis permis cette citation-là, puisqu'elle apparaît en 4e de couverture de votre bouquin, qui me semble être une grande déclaration d'amour à l'égard de Sainte-Anne-des-Plaines. Expliquez-nous brièvement, quel est le lien là, qui vous unit à Sainte-Anne-des-Plaines? Ben oui, d'abord, je suis né à Sainte-Anne-des-Plaines, donc sur la première avenue, en plein milieu des champs, donc en face d'un boisé. Donc, j'ai vécu les 20 premières années de ma vie à Sainte-Anne-des-Plaines, avant de m'exiler un peu à Montréal, pour me rendre compte à Montréal que j'étais bien mieux à Sainte-Anne-des-Plaines. Puis, c'est les racines familiales qui m'ont rappelé après. Donc, 10 ans plus tard, vers 2008, je suis revenu à Sainte-Anne-des-Plaines. Et là, vous vous êtes installé là. Je suis installé là, puis c'est chez moi, c'est mon chez moi. On parle d'un ouvrage de 256 pages qui est publié aux éditions de la Plume d'Or. Oui. Ça couvre certains chapitres de l'histoire de Sainte-Anne-des-Plaines, depuis 1787 jusque dans le futur et même en dehors du temps. Pourquoi avoir choisi la forme du conte pour nous raconter cette histoire-là? Bien, évidemment, le lien qu'on fait souvent, la première chose que d'ailleurs l'éditrice Marie-Louise Legault m'avait dit, c'est « Wow, ça me fait penser à Fred Pellerin ». Donc, c'est sûr qu'il y a un lien évident quand on parle d'un patelin avec des contes et légendes associés. C'est dur de pas faire le lien avec M. Pellerin. D'ailleurs, c'est un peu grâce à lui. C'est comme c'est lui qui a donné l'étincelle à ce projet-là. Puis après ça, ça a été l'idée des États généraux de Sainte-Anne-des-Plaines qui avait eu lieu en 2009 avec le maire Guy Charbonneau à l'époque qui voulait un peu relancer la culture de Sainte-Anne-des-Plaines. Ouais. Et je m'étais aperçu qu'il y avait personne qui avait rien écrit sur Sainte-Anne-des-Plaines. Anne Hébert avait écrit Kamouraska, Fred Pellerin a écrit sur Saint-Élie-de-Caxton. Sainte-Anne-des-Plaines, il n'y avait rien. Donc, je me suis lancé dans ce projet. Il y a 10 contes dans cet ouvrage-là, dans lesquels vous mettez en scène des personnages réels ou inventés. Il y en a un, moi, de ces contes-là qui m'a interpellé, c'est celui qui raconte la course sur la grosse chaussée. Il est question du déplacement de 3 maisons, ça c'est un fait historique avéré, sur quand même une bonne distance, ça se passe en 1915 avec des chevaux et du jus de bras. Oui. On assiste là à un déploiement d'énergie, de force brute et aussi d'ingéniosité qui font partie, selon moi, de l'ADN de Sainte-Anne-des-Plaines. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que c'est ça que vous vouliez démontrer? C'est une partie de la chose que je voulais démontrer, d'autant plus que pour ce conte-là en particulier, il n'y a presque pas de documentation. Les gens étaient plus occupés à travailler qu'à prendre des photos, à documenter ce qu'ils faisaient. Donc, les gens de Sainte-Anne-des-Plaines, c'était beaucoup des agriculteurs aussi à l'époque. Donc, il n'y avait pas beaucoup de gens qui écrivaient sur ce qui se passait à Sainte-Anne-des-Plaines. Il y en a eu des histoires, des historiens qui en ont parlé un peu, notamment Serge Blondin, qui était anciennement journaliste à Sainte-Anne-des-Plaines et qui a écrit le livre du Bicentenaire, qui a énormément donné de matière à ce livre-là. Puis, mais le reste, ça a été genre des témoignages que j'ai été récupérés à gauche et à droite. Ce que je voulais montrer principalement, c'est surtout de l'évolution du village à l'intérieur de l'histoire du monde en même temps et de voir comment ça s'était métamorphosé avec le temps. Village qui aurait pu être n'importe quel autre. Là, puis ça, on la voit très bien, cette évolution-là, parce que à chacun des contes, il y a une mise en contexte qui est planétaire, nord-américaine, canadienne, québécoise, puis on focalise finalement sur Sainte-Anne-des-Plaines. On a l'impression de suivre une espèce de parcours patrimonial dont les photos changent continuellement.
continuellement. Là. Ouais. C'est fou la recherche qu'il y a là-dedans. Oui, beaucoup, effectivement, de recherche. Fait appel avec des spécialistes, dont des historiens. J'ai été beaucoup sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Mon passé universitaire aussi m'a rattrapé de ce côté-ci. Je voulais avoir une certaine rigueur, malgré qu'il y a beaucoup de fiction à l'intérieur. Les bases historiques sont solides. Donc, j'ai été vérifié, j'ai été contre-vérifié et demandé au Comité Histoire-Patrimoine de Sainte-Anne-des-Plaines de justement essayer de confirmer que mes dates étaient assez bonnes, là. Dans le fond, la majorité sont bien faites. Les cartes historiques que j'ai mis en annexe, c'est mon père qui était professeur de géographie, maintenant à la retraite, et qui a fait les cartes. J'ai même demandé à une artiste locale de faire la couverture. C'est ma fille, donc, qui a fait la couverture avec du ce livre. personnage de l'Église. Oui, je voulais quelque chose qui représentait bien Sainte-Anne-des-Plaines. L'Église était très dure à contourner. Je dis, quand on arrive à Sainte-Anne-des-Plaines, qu'est-ce qui fait qu'on reconnaît Sainte-Anne-des-Plaines? C'est surtout son église. Tout à fait. Cette église-là qui détonne dans le paysage de toutes les églises du Québec. Dans le fond, là, je pense que c'est une des seules. Ça fait partie d'un patrimoine particulier. Écoutez, en terminant, je souligne que le lancement de cet ouvrage-là aura lieu dans le cadre des Journées de la culture ce samedi 28 septembre à la Bibliothèque de Sainte-Anne-des-Plaines. Olivier Ménard, c'était un plaisir de jaser avec vous. Je vous remercie beaucoup. Merci. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. Clara, vendredi dernier, le 20 septembre, c'était la journée d'action contre les violences sexuelles faites aux femmes. Vous en avez profité pour discuter avec des intervenantes du Calax L'Ancrage. Oui, Claude, un Calax qui, je le rappelle, est un centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel. Celui qui dessert notre région est effectivement le Calax L'Ancrage, situé à Saint-Jérôme, mais qui a profité de cette journée symbolique, donc de vendredi dernier, pour inaugurer ses nouveaux locaux à Sainte-Thérèse. Dans notre reportage de ce soir, je vous propose donc une visite des lieux, mais aussi une discussion avec l'intervenante Julie Santerre sur le travail qu'il nous reste à faire en tant que société pour enrayer les violences sexuelles. On regarde ça et on écoute. On est dans les nouveaux locaux du Calax L'Ancrage. C'est des locaux qui s'ajoutent là, à ceux qu'on a déjà depuis longtemps à Saint-Jérôme. Puis c'est une façon pour nous, là, en fait, de se rapprocher un petit peu là, de la population de Thérèse de Blainville, qui est un peu loin de Saint-Jérôme là, pour venir chercher des services. On se trouve en ce moment dans la salle qui va servir là, en fait pour les groupes de cheminement. Donc on a déjà commencé, en fait, là, hier avait lieu la première rencontre de groupe de cheminement là, dans nos nouveaux locaux. Donc, les femmes vont pouvoir se réunir ici une fois par semaine. On a aussi dans nos locaux un bureau d'intervention pour les rencontres individuelles qui va nous servir aussi, là, évidemment, du travail de bureau. Puis sinon, c'est des beaux locaux là, agréables aussi pour les travailleuses qui vont être dedans. C'est lumineux, c'est près de tout, c'est accessible en transport en commun facilement. Les femmes de la région vont pouvoir venir souvent à pied en vélo. On dessert 6 MRC plus au sud là, des Laurentides et ça depuis là, de nombreuses années. Et on offre nos services à partir de Saint-Jérôme depuis longtemps. Puis ça fait longtemps aussi qu'on a le projet de se redéployer sur notre territoire pour être plus accessible. Le Calax L'Ancrage, notre mission, là, c'est d'enrayer les violences sexuelles sous toutes ses formes. Mais donc, enrayer une problématique sociale, ça demande des actions de lutte, ça demande de faire de la prévention, de la sensibilisation, de la formation. Donc, on souhaitait que ça aussi, ce soit accessible plus facilement pour la population qui est plus dans Thérèse de Blainville, qui est probablement la MRC la plus populeuse là, de la région. On sait, entre autres, nous, que Thérèse de Blainville et Deux-Montagnes ensemble, ça représente à peu près 40% de nos demandes d'aide, donc des femmes et des adolescentes qui nous appellent. Fait qu'on voyait que c'était un bon départ pour se redéployer de commencer ici, parce qu'on sait qu'il y a une bonne part des demandes qui viennent d'ici. Où est-ce qu'on en est comme société en ce moment? Là? Oui, tu sais, la journée d'action, le coude à coude,
c'est une façon à la fois de souligner là, les luttes qu'on mène en ce moment, mais c'est aussi une façon de reconnaître le travail qui a été fait avant. On peut pas faire autrement que de voir qu'on a plus de droits qu'on a eu avant, qu'effectivement la société est plus sensibilisée. Il y a quand même des avancées. On voit que les gens ont plus non plus là, les mêmes discours. On voit que les gens laissent moins passer aussi des blagues sexistes, tu sais, les petits commentaires déplacés, les attitudes inadéquates. Et, ben, comme dans toutes les périodes où il y a des avancées sociales, il y a aussi une vague. Donc, parallèlement, ben, on a vu apparaître là, dans les dernières années des figures masculinistes, hyper misogynes, des Andrew Tate notamment, là, qui travaillent fort à essayer de nous refaire reculer, de faire croire que quand les femmes, quand les filles gagnent des droits, gagnent de la liberté, que automatiquement les hommes en perdraient. Nous, c'est vraiment pas notre vision, en fait. On pense que tout le monde s'émancipe ensemble. Donc voilà, des avancées, certainement. Et aussi, ben, il y aura toujours des gens qui veulent pas avancer en même temps que les autres. Et voilà, Claude, le comité lutte du Calax L'Ancrage a aussi organisé une marche dans le centre-ville de Saint-Jérôme vendredi soir sous le thème « Coude à coude sans relâche » dans le cadre de la journée d'action contre les violences sexuelles faites aux femmes. Cette marche qui commence à être une tradition pour le Calax se veut un espace de revendication, mais aussi de rassemblement festif en famille. Madame Santerre me rappelait aussi que le centre peut fournir des ressources et de l'aide aux proches des victimes pour mieux les accompagner. Donc, vous voyez à l'écran leur numéro de téléphone. Merci beaucoup, Clara. On se revoit demain. Au revoir, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Après la pause, voyez les courts-métrages de Maïva, Léo et Agathe réalisés dans le cadre de la compétition Montre-moi tes Laurentides.